Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler de comment parier sur un secteur au travers de quelques valeurs spécifiques. Donc on est vraiment ici sur une approche top-down. On va d'abord sélectionner un secteur et ensuite on va affiner un peu en forme d'entonnoir pour terminer sur quelques valeurs qu'on va considérer comme les plus intéressantes. Il faut bien prendre un exemple, donc je vais prendre l'exemple du commerce en ligne. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais le commerce en ligne, effectivement, c'est un secteur en très forte croissance, mais qui est déjà hyper joué avec, bien sûr, les énormes mastodontes comme Amazon, qui sont déjà valorisés très cher, donc c'est sûrement trop tard pour entrer sur ce secteur et sur ce marché. Alors effectivement, c'est en partie vrai, mais en fait, je me réintéresse au secteur suite à plusieurs rapports que j'ai lus, tous les rapports post-Covid qui font un peu un point sur le secteur du e-commerce, et notamment un de McKinsey, qui n'est pas du tout d'ailleurs sur le e-commerce, qui est sur le futur du travail, et j'ai bien aimé notamment ce graphique qui montre le comportement de quelques secteurs pendant et après la pandémie. Et dans le tourisme, par exemple, on a un fameux creux temporaire, puis un retour à la normale. Dans d'autres cas, c'est l'inverse, on a un boom temporaire, comme pour la livraison de repas, la télémédecine, l'éducation en ligne, ou même l'achat d'épicerie en ligne. Et puis, on retombe à un niveau qui est quand même supérieur au niveau d'avant Covid, donc ça reste des secteurs qui sont intéressants. Mais le secteur que je trouve le plus impressionnant, c'est le commerce en ligne. Parce qu'en fait, le commerce en ligne, c'est un secteur qui a eu un boom, mais ce boom n'est pas retombé, parce qu'il y a toute une partie de la population qui a découvert le commerce en ligne pendant la pandémie, certains qui ont fait leur premier achat sur Amazon ou sur d'autres marketplaces, et puis qui se sont rendus compte que finalement c'était intéressant, le service client était très bon, la livraison très rapide, etc. Donc on a beaucoup de nouveaux utilisateurs réguliers. Et donc, dans ce secteur, comme je le disais, c'est pas un sursaut temporaire, c'est vraiment une accélération de la tendance, une tendance qui allait déjà assez vite, mais qui se met vraiment à accélérer. Alors, je vous passe tous les autres rapports que j'ai lus, c'est pas le thème de la vidéo. La question du jour, ça va être, une fois qu'on a choisi un secteur intéressant, dans ce cas-là, le e-commerce, comment le jouer ? Alors je vais balayer tout de suite la première solution qui consiste à acheter tout le secteur grâce à un ETF sectoriel. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas le thème de la vidéo. Ici on parle vraiment de stock picking. Donc ETF sectoriel, oui c'est une possibilité, mais notre but ici c'est d'investir dans quelques valeurs du secteur. Donc la deuxième solution, la plus évidente, c'est d'investir dans les leaders du secteur. Et là, en fonction de la zone géographique, vous allez soit investir dans Amazon ou eBay aux États-Unis, dans Alibaba, JD.com ou bien Pinduoduo en Asie, ou bien Mercado Libre en Amérique du Sud. Alors, dans ce groupe que je viens de citer, les vrais leaders, le trio de tête, c'est Alibaba, Amazon et JD qui ont capturé 49% des ventes en 2020, la moitié des ventes en ligne en 2020 se sont faits sur les trois leaders du marché, donc les deux asiatiques et puis l'américain. Ce qui est très logique puisque les marchés américains et chinois sont de loin les plus gros marchés de la planète. Alors ça, évidemment, c'est la manière un peu évidente de parier sur ce secteur ou sur n'importe quel secteur. Et c'est maintenant que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres manières de jouer le e-commerce. Troisième solution, après les ETF et après les leaders, c'est de jouer les entreprises qui gravitent autour de ce thème du e-commerce, mais qui ne sont pas des marketplaces, ce sont juste des sociétés qui participent au développement du e-commerce. On a bien sûr Shopify qui vous aide à créer et à gérer une boutique en ligne, ou bien PayPal ou Square qui vont faciliter les paiements. Quatrième moyen de jouer ce secteur, c'est de jouer les valeurs traditionnelles de la distribution, comme Walmart, Home Depot ou bien Target, en choisissant bien sûr les plus dynamiques du secteur du commerce en ligne. On a Walmart par exemple qui va faire partie des plus grosses croissances du e-commerce avec 72% de croissance de son commerce en ligne en 2020. Alors, je suis passé rapidement au travers de leur rapport annuel et je n'arrive pas à trouver quel est le pourcentage de leurs ventes qui sont faites en ligne. Si vous avez le chiffre, ça m'intéresse de l'avoir en commentaire, mais en tout cas, leur partie e-commerce est en très forte croissance, une des plus fortes croissances du secteur. Mais la vente en ligne, c'est très très large. Vous pouvez aussi jouer la vente en ligne par sous-secteur. Par exemple, vous pouvez cibler le tourisme avec Airbnb, Expedia, Booking, TripAdvisor, etc. Il y a beaucoup d'entreprises du tourisme qui vont être essentiellement online. D'ailleurs, quasiment tout le tourisme aujourd'hui est fait online. Ou bien la livraison de repas avec DoorDash ou HelloFresh. Mais si je reprends l'exemple du tourisme, ayez bien conscience qu'ici, même si le e-commerce continue à prendre d'énormes parts de marché, notamment dans le tourisme, à la fin, ça reste des entreprises du tourisme, donc dont les résultats vont principalement être drivés en fait par la santé du tourisme mondial.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les valeurs de niche. Alors des valeurs de niche sur le online, il y en a énormément, je vous en ai juste cité quelques-unes. Aux États-Unis, vous allez avoir Chewy pour les produits pour animaux, vous allez avoir Wayfair pour le côté meuble et puis décoration de la maison. On a Jumia Technology aussi qui est intéressante, qui va cibler principalement l'Afrique. Tout ça c'est des noms je pense que vous connaissez, en tout cas certains que vous connaissez, notamment Etsy pour les produits faits main. Vous avez Groupon aussi très connu pour le côté local et puis pour le côté discount. Après il y a certaines de ces valeurs qui vont être plus spécifiques à un pays, comme Ocado par exemple qui va faire de la distribution de produits alimentaires en Angleterre, Desenio Group qui va faire de la vente directe en Suède, etc. Vous l'avez compris, le choix est énorme. Donc une fois que vous avez fait cette première liste, vous allez normalement tomber sur une liste qui fait plusieurs dizaines de noms, peut-être une trentaine de noms. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est affiner le business model, en fait affiner vraiment la partie du sous-secteur qui m'intéresse le plus. Et ce que j'aime bien faire, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment à chaque fois qu'on parle de méga tendances, c'est de trouver des valeurs qui sont à la croisée de plusieurs tendances. Par exemple, si je veux jouer à la fois la croissance et la pénétration du e-commerce et puis le côté marché asiatique, bien sûr, je vais me tourner, comme je l'ai déjà dit, vers les classiques Alibaba, JD.com ou bien Pinduoduo. Si je veux choisir par exemple le e-commerce plus le secteur du soin aux animaux, qui marche aussi très très fort, alors comme je l'ai déjà cité, Chewy va être aussi à la croisée de ces deux tendances. J'aime beaucoup aussi le business model de Shopify qui permet d'ouvrir une boutique en ligne en 10 minutes parce qu'on voit qu'avec ce type de business model, on va toucher aussi énormément de petits commerçants qui ne sont pas encore rentrés dans le commerce en ligne, qui vont pouvoir le faire à très peu de frais et avec vraiment une simplicité incroyable. Donc on voit qu'on a encore un potentiel de croissance qui est énorme. J'aime bien aussi le côté proximité, fait main avec Etsy qui a aussi un potentiel de croissance assez important. Donc voilà, vous voyez un peu ce que j'appelle affiner le business model, c'est vraiment trouver des niches que je vais trouver les plus intéressantes. Une fois qu'on a cette shortlist, alors on peut passer aux chiffres. Parce que dans un même secteur, on va pouvoir trouver des actions qui sont dans des styles complètement différents. On va pouvoir trouver des pures valeurs de croissance. Alors bien sûr, ça va être la majeure partie des pure players du e-commerce, mais on va trouver vraiment des valeurs avec des croissances incroyables comme Pinduoduo, comme Mercado Libre, comme Shopify, comme Square ou bien comme Etsy. Mais on va aussi pouvoir jouer le secteur du e-commerce avec des valeurs plus value. Alors là, on va se retrouver assez rapidement dans les entreprises de distribution classiques dont j'ai déjà parlé comme Walmart ou Target. Et on peut aussi trouver des valeurs GARP, donc des valeurs de croissance à prix raisonnable comme Alibaba. Et c'est justement pour ça que je ne fais jamais de conseils d'investissement. Il faut vraiment que vous trouviez des valeurs qui vous correspondent, à la fois en termes de conviction, donc qu'elles fassent partie des sous-secteurs qui sont pour vous le plus intéressant. Vous ne ferez jamais acheter du Walmart ou du Target à certaines personnes qui vont penser que la distribution physique est complètement morte et donc ça va être impossible pour ces géants de rattraper des entreprises comme Amazon. Et à l'inverse, vous ne ferez jamais acheter des entreprises comme Amazon à certaines personnes qui vont trouver que la valorisation est beaucoup trop chère. Donc il faut vraiment que vous trouviez les valeurs qui sont en accord avec vos convictions et puis votre style d'investissement. N'oubliez pas ensuite de faire un travail valeur par valeur. Alors, pour certaines personnes comme moi, ça va être intéressant de regarder la valorisation. Moi, je ne suis pas prêt à acheter à n'importe quel prix. Mais même si vous êtes attiré par une valeur de croissance et que la valorisation ne vous intéresse pas, regardez quand même les dernières actualités. Jetez un coup d'œil au rapport annuel. Moi, je n'investis pas dans une valeur sans avoir passé au moins 10-15 minutes sur le rapport annuel. J'aime beaucoup comprendre le business model d'une entreprise. Et c'est vrai que moi, je trouve que le rapport annuel, c'est le meilleur moyen. Mais par exemple, si vous investissez juste sur la partie business model et que vous foncez sur Alibaba, il faut bien avoir conscience sur Alibaba des risques de délisting de l'ADR aux États-Unis. Il faut avoir conscience de l'amende qu'ils ont payée et des problèmes qu'ils ont avec le gouvernement chinois à l'heure actuelle, etc., etc. C'est vraiment, il faut comprendre ce qui se passe sur la valeur. Vous ne pouvez pas juste acheter uniquement sur le business model et sur le secteur. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je démarre rapidement par le rapport annuel et ensuite, je regarde les chiffres. Alors les chiffres, pour moi, c'est je regarde la croissance, je regarde la valorisation de l'entreprise, je regarde sa profitabilité, sa rentabilité. Après, je passe côté bilan, je regarde son endettement, je regarde sa trésorerie,
Ensuite, je vais regarder si la société est diversifiée en termes de produits. Est-ce qu'elle est dépendante à un produit ou est-ce qu'elle en a plusieurs? Dépendante en termes de marché. Est-ce qu'elle vend dans un seul pays ou dans plusieurs pays? Et puis, dépendante aussi en termes de clients. Est-ce qu'elle a quelques clients qui vont représenter 80% de son chiffre d'affaires ou est-ce que typiquement, il va y en avoir énormément? J'aime bien ensuite regarder, comprendre en tout cas la cyclicité du secteur. Est-ce que c'est un secteur plutôt cyclique ou défensif? Je regarde ensuite l'entreprise, est-ce qu'elle est influencée par des facteurs macro? Alors ça peut être les taux d'intérêt, ça peut être les taux de change, ça peut être les matières premières, etc. Alors bon, dans le e-commerce, c'est pas vraiment le cas. Je regarde ensuite son mode, son avantage compétitif, son pricing power. Donc ça, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Ensuite, je regarde la qualité du management. J'essaye de classifier, j'aime bien mettre les choses dans des boîtes, donc j'essaye de classifier la valeur dans un style. Est-ce que c'est plutôt un style croissance, value, GARP, recovery, etc. Tout simplement parce que j'aime pas avoir mon portefeuille qui va être constitué que de valeurs de croissance ou que de valeurs value ou que de valeurs recovery, etc. Et c'est justement le prochain point. Je regarde aussi la corrélation de cette nouvelle valeur que je vais peut-être ajouter à mon portefeuille avec le reste du portefeuille. Plus c'est diversifié avec le reste du portefeuille, plus je vais avoir tendance à la mettre, même s'il y a certains critères qui me conviennent pas trop. Et à l'inverse, si c'est une valeur qui est déjà corrélée, très corrélée avec d'autres valeurs de mon portefeuille, il faut vraiment qu'elle coche tous les autres critères pour que je la rajoute. Voilà, donc tous ces thèmes-là, plutôt de valo, de moat, de pricing power, de cyclicité, etc., soit ce sont des thèmes que j'ai déjà abordés en vidéo, ou des thèmes que j'aborderai dans de prochaines vidéos. Donc là, normalement, vous avez maintenant soit des entreprises à acheter, vous avez fait vraiment votre entonnoir, votre top-down, donc soit vous savez déjà, vous avez 1, 2 ou 3 noms qui vous intéressent vraiment, ou alors si vous bloquez, par exemple vous bloquez parce qu'il y a un problème qui vous gêne ou parce qu'il y a une valorisation qui est trop élevée, ce que vous faites c'est que vous les mettez sur votre liste de surveillance et puis vous allez surveiller soit le prix si c'est un problème de valorisation, soit si ce qui vous gêne c'est par exemple je sais pas, le problème qu'Alibaba avec les autorités chinoises, ça va être quelque chose que vous allez surveiller, mais en tout cas vous n'allez plus lâcher la valeur des yeux au cours des prochains mois. Alors vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est d'éviter les solutions les plus évidentes. En fait, c'est d'éviter que quand vous vous intéressez au e-commerce, que vous achetiez Amazon, voilà, presque comme quelque chose de direct. Ah, je m'intéresse aux véhicules électriques, j'achète Tesla. Non, il y a beaucoup d'autres alternatives. Des alternatives qui vont être souvent plus intéressantes parce que Tesla ou Amazon, ça va être ce qu'on appelle des crowded trades, c'est-à-dire les investissements où tout le monde va parce que ce sont les plus évidents. Et ça peut être très intéressant en général d'aller voir les seconds couteaux, d'aller voir ceux qui font uniquement des batteries électriques, dans le cas des véhicules électriques, ou comme je le disais, vraiment les paiements, les Shopify, les secteurs de niche, etc. pour le cas du e-commerce. Donc essayez de sortir des sentiers battus au moment où vous faites votre descente sectorielle. Une fois que vous avez sélectionné le secteur, essayez de voir le plus large possible pour essayer de trouver des pépites au milieu de tout ça. Voilà, je vous remercie encore de nous suivre pour toutes nos vidéos. N'oubliez pas de commenter si vous avez des noms dans le e-commerce que je n'ai pas cités et de me dire pourquoi elles vous intéressent. N'oubliez pas bien sûr de liker si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.